Une petite mendiante de 6 ans pénètre dans une luxueuse agence immobilière, s'approche du comptoir et tend un petit sac contenant des pièces de monnaie. Avec l'innocence d'une enfant, elle dit au propriétaire « Monsieur, je veux acheter une famille ». L'homme, qui est en réalité un millionnaire, reste sans voix et pense qu'il s'agit d'un simple jeu d'enfant. Il explique à la fillette qu'il s'agit d'une agence immobilière qui ne vend que des maisons. Mais la petite fille insiste, elle ne veut pas acheter une maison. Lorsqu'elle en explique la raison, le millionnaire n'encaisse pas la réponse de l'enfant et se met à pleurer sur le champ. Ce qui se passe ensuite est bouleversant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait les baies vitrées panoramiques d'Elite Realty Group avec une insistance presque musicale, créant un rythme hypnotique qui résonnait dans le hall en marbre italien. L'arôme de café colombien de première qualité se mêlait au parfum subtil de l'acajou poli, composant une symphonie olfactive de luxe et de sophistication. Edward Spencer ajusta le poignet de sa chemise en lin égyptien tout en examinant les contrats du matin, ses yeux gris reflétant la même froideur calculée qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la ville. À 42 ans, Edward avait bâti un empire immobilier fondé sur 3 principes inflexibles, efficacité, profit et détachement émotionnel. Ses murs affichaient des photographies de manoirs spectaculaires, chacun représentant des millions en commission, chaque famille souriante dans des jardins parfaits symbolisant les rêves qu'il vendait sans jamais s'autoriser à rêver lui-même. La douleur de la perte prématurée de ses parents alors qu'il n'avait que 15 ans avait forgé en lui une armure émotionnelle impénétrable. Les relations étaient des contrats temporaires. Les sentiments, des vulnérabilités dangereuses, et le cœur n'était qu'un organe qui pompait le sang. Son assistante, Mariana, une femme ambitieuse de 35 ans aux yeux vifs et au sourire calculé, organisait les documents avec des mouvements précis. Elle observait Edward avec un mélange d'admiration professionnelle et d'intérêt personnel à peine voilé, toujours attentive aux occasions de se distinguer et de gravir les échelons de l'entreprise. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre comme une mesure constante de sa détermination. La porte automatique s'ouvrit dans un murmure électronique, laissant une rafale de vent froid et humide envahir l'environnement climatisé. Edward leva les yeux, s'attendant à voir un client millionnaire en quête de la propriété de ses rêves, mais il découvrit quelque chose de complètement hors contexte. Une fillette d'environ 6 ans, trempée de la tête aux pieds, laissant des gouttes de pluie sur le marbre immaculé. Elle était trop petite pour son âge, ses cheveux bruns collés à son visage mouillé et ses vêtements, autrefois colorés, étaient maintenant délavés par le temps et le besoin. Mais ce furent ses yeux qui retinrent l'attention. Profonds, déterminés, porteurs d'un sérieux impossible pour quelqu'un de si jeune. Dans ses mains frêles, elle serrait un petit sac en plastique transparent rempli de menus monnaies, qui tintait doucement à chaque pas hésitant. Mariana se leva immédiatement, son expression mêlant surprise et irritation. « Excuse-moi, ma chérie, mais tu t'es trompée d'endroit. Ce n'est pas le genre de… » commença-t-elle, mais elle fut interrompue car la fillette passa droit devant elle, se déplaçant avec une détermination qui contrastait radicalement avec son apparence fragile. Edward observait, fasciné malgré lui, tandis que l'enfant s'approchait du comptoir principal. Elle leva la tête, ses yeux rencontrant les siens à travers la paroi vitrée de son bureau. Pendant un instant qui parut une éternité, le temps s'arrêta. Il y avait quelque chose dans ce regard qui le mettait mal à l'aise, une pureté dont il avait oublié l'existence, une espérance qu'il avait enterrée des décennies auparavant. La fillette se dirigea droit vers lui d'un pas décidé, ses pieds nus laissant des empreintes humides sur le sol. Elle tendit sa main libre et tira doucement sur le PN de son costume de marque, le forçant à se pencher à sa hauteur. Le parfum coûteux de son après-rasage contrastait avec l'odeur de pluie et d'innocence qui émanait de l'enfant. « Monsieur » murmura-t-elle avec un sérieux dévastateur. « Combien coûte une famille heureuse ? J'ai apporté de l'argent. » Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les mots de la fillette résonnaient dans son esprit comme un refrain impossible à ignorer. Il regarda le sachet de pièces, puis les photographies de famille parfaites sur les murs, essayant de traiter la question la plus sincère qu'il ait jamais entendue dans sa vie d'adulte. « C'est une agence immobilière, ma chérie. Nous vendons des maisons, » réussit-il à dire, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Sa réponse le frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Mais vous vendez des familles sur le mur. Je voulais en ramener une à la maison pour moi et grand-mère, parce que personne ne veut jouer avec quelqu'un qui n'a ni maman ni papa. » Edward Spencer, l'homme qui avait conclu des contrats de plusieurs millions de dollars sans sourciller, qui avait résisté au chantage et à la pression des plus puissants, sentit son armure émotionnelle se fissurer pour la première fois en des décennies.
Et à ce moment-là, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence qui suivit les paroles de la fillette était aussi épais que le brouillard, remplissant chaque recoin de l'élégant hall. Édouard resta accroupi devant elle, ses yeux gris essayant de déchiffrer la logique enfantine derrière cette question dévastatrice. Mariana observait la scène avec un malaise croissant, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bureau, clairement anxieuse de mettre fin à cette situation embarrassante qui ne cadrait pas avec la routine impeccable de l'entreprise. « Ma chérie », dit enfin Édouard, sa voix portant une douceur qu'il ne savait pas posséder encore. « Comment t'appelles-tu » ? « Sophia », répondit-elle promptement, secouant le sachet de pièces avec une fierté évidente. « Et c'est vous le propriétaire des familles, n'est-ce pas ? Grand-mère a dit que quiconque a de l'argent peut tout acheter. » Édouard sentit une oppression dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose dans la simplicité dévastatrice de Sophia qui désarmait complètement sa logique commerciale. Elle ne mendiait pas ni n'essayait de susciter la pitié. Elle tentait de conclure une transaction commerciale légitime avec tout le sérieux qu'un enfant de 6 ans pouvait rassembler. « Sophia, ces photographies montrent des maisons où vivent des familles », expliqua-t-il patiemment en montrant les bannières promotionnelles. « Les gens ont déjà leur famille. Nous vendons seulement les maisons dans lesquelles ils vivent. » Les yeux de Sophia se remplirent d'une profonde tristesse qui contrastait violemment avec sa détermination antérieure. Elle regarda de nouveau les photographies, puis ces pièces, comme si elle recalculait un plan complexe qu'elle avait élaboré dans son esprit d'enfant. « Mais je pensais... » Sa voix vacilla un instant. « Je pensais que si j'économisais assez d'argent, je pourrais acheter une maman et un papa comme ceux sur le mur. Grand-mère est très malade, et je ne veux pas être seul quand elle ira au ciel. » Édouard sentit comme si quelqu'un lui serrait une corde autour de la gorge. L'honnêteté brutale de l'enfant démolissait brique par brique les barrières qu'il avait construites pour se protéger précisément de ce genre de douleur. Mariana s'approcha, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Monsieur Spencer, peut-être qu'il serait préférable de... » commença-t-elle, mais Édouard l'interrompit d'un geste discret de la main. Il se releva lentement, sentant le poids de chaque mot que Sophia avait prononcé. Son esprit rationnel lui disait d'appeler les services sociaux pour résoudre la situation de manière pratique et efficace. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps, criait que cet enfant était devant lui pour une raison qui transcendait la coïncidence. « Sophia, as-tu faim » demanda-t-il, se surprenant lui-même de sa propre question. « Je peux t'acheter un encas. » Sa réponse fut catégorique et inattendue. « Non merci, monsieur. Je veux juste une famille. » Édouard resta momentanément sans voix. Dans son expérience de vie, l'argent avait toujours été la solution universelle à tous les problèmes. Contrat difficile, employé mécontent, obstacles bureaucratiques. Tout se résolvait avec le bon montant offert au bon moment. Mais voici qu'un enfant de 6 ans refusait son aide financière parce qu'elle ne correspondait pas à son véritable désir. « Tu es sûr ? Ça ne coûtera rien », insista-t-il, essayant toujours d'appliquer sa logique habituelle. « J'en suis sûr », dit Sophia avec une fermeté qui impressionna Édouard. « L'argent, on le dépense et il disparaît. Une famille, c'est pour toujours, même quand on ne peut pas les voir. » Elle fit une pause, regardant à nouveau les photographies. « Grand-mère dit que mes parents m'attendent au ciel, mais je voulais avoir une famille ici aussi, pour qu'elle ne s'inquiète pas quand elle ira les rejoindre là-bas. » La simplicité de la logique de Sophia était dévastatrice dans sa pureté. Édouard réalisa qu'il faisait face à quelque chose que son argent, son influence et son succès commercial ne pouvaient ni acheter ni résoudre. L'enfant ne voulait pas de charité. Elle voulait l'appartenance, l'amour, la sécurité émotionnelle, des choses dont il avait lui-même appris à se passer, construisant toute une vie sur la prémisse qu'elles étaient des luxes inutiles et dangereux. Mariana se racla discrètement la gorge, lui rappelant la réunion qu'il avait dans 15 minutes avec d'importants investisseurs, mais Édouard l'entendit à peine. Son attention était entièrement concentrée sur la fillette qui venait de refuser sa première offre d'aide, le forçant à affronter une réalité inconfortable. Certains problèmes ne pouvaient pas être résolus en ouvrant simplement son portefeuille. « Sophia, dit-il enfin. Où habitez-vous exactement, toi et ta grand-mère ?»« À Maplewood Gardens, juste à côté du ruisseau. La maison est toute petite, mais grand-mère a planté des fleurs dans des boîtes de conserve qu'elle a transformées en pots. Elles sont très jolies quand il ne pleut pas trop fort. » Sophia parlait avec une fierté évidente, comme si elle décrivait un palais. Édouard connaissait Maplewood Gardens, un quartier modeste à faible revenu à la périphérie de la ville,
connu pour ses problèmes d'assainissement et la menace constante d'expulsion par les propriétaires. Le fait que Sofia se réfère à cet endroit comme à son foyer avec une telle affection révélait une vision du monde qui le toucha profondément. « Et ta grand-mère ? Est-elle très malade ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. « Elle tousse beaucoup et parfois, elle ne peut pas sortir du lit. Elle dit que c'est juste de la fatigue. Mais je sais qu'elle s'inquiète parce qu'elle ne peut plus nettoyer les maisons des gens riches. » Sofia baissa la voix comme si elle partageait un secret. « C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais nous trouver une famille. Alors, elle n'aura plus à s'inquiéter de rien. » Édouard sentit comme si quelqu'un lui avait serré le cœur dans un étau. La détermination de Sofia à résoudre les problèmes de sa grand-mère par une solution si innocemment impossible révélait un amour pur et une maturité émotionnelle qui le mettaient profondément mal à l'aise. Cette enfant était prête à donner tout ce qu'elle avait, quelques pièces, son énergie, son espoir pour protéger la seule personne qui lui restait au monde. Et lui ? Qu'avait-il fait de sa vie à part accumuler des richesses et construire des murs émotionnels pour éviter de ressentir exactement le genre d'amour inconditionnel que Sofia démontrait si naturellement ? « Sofia, dit-il enfin, et si nous parlions un peu plus de tout ça ? J'ai quelques idées qui pourraient t'aider. » Ses yeux s'illuminèrent comme des étoiles. « Vous allez m'apprendre comment obtenir une vraie famille ? » Édouard ne connaissait pas la réponse, mais pour la première fois en des décennies, il était prêt à la découvrir. Cette nuit-là, Édouard ne put dormir. Allongé dans son lit king size dans son appartement terrasse, il fixait le plafond tandis que les mots de Sofia résonnaient dans son esprit comme un mantra troublant. Combien coûte une famille heureuse ? La question avait planté une graine d'agitation qui grandissait d'heure en heure, le faisant remettre en question tout ce qu'il avait construit dans sa vie d'adulte. Le lendemain matin, il arriva à l'agence immobilière plus tôt que d'habitude, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur les contrats qui attendaient sa signature. Mariana remarqua sa distraction, l'observant d'un regard calculateur alors qu'il griffonnait distraitement sur un bout de papier, ses pensées clairement ailleurs. « Monsieur Spencer, tout va bien ?» demanda-t-elle en posant un café fumant sur son bureau. La journée d'hier était inhabituelle. Édouard leva les yeux, croisant le sourire professionnel de Mariana qui dissimulait à peine sa curiosité. « Je vais bien, Mariana. Je réfléchis juste à quelques petites choses. » Il fit une pause, prenant une décision qui le surprit lui-même. « J'ai besoin que vous annuliez mes rendez-vous de la matinée. J'ai une affaire personnelle à régler. » L'expression de Mariana changea subtilement. En 5 ans de travail avec Édouard, elle ne l'avait jamais vu modifier son emploi du temps pour des raisons personnelles. L'homme était une machine d'efficacité, traitant le temps comme la ressource la plus précieuse au monde. « Bien sûr, monsieur. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ? » « Non, merci. C'est quelque chose que je dois faire seul. » Édouard quitta le bureau et se rendit à Maplewood Gardens, un trajet qui prit près d'1 heure à travers des quartiers qui devenaient progressivement plus simples et plus modestes. Il n'avait jamais mis les pieds dans cette partie de la ville, bien qu'il en connaisse le nom par les rapports de police et les nouvelles télévisées. Quand il arriva enfin, il gara sa BMW dans une rue à l'asphalte défoncé et observa les environs. Les maisons étaient de petites constructions de base, beaucoup avec des toits en bardeaux d'asphalte et de petits jardins improvisés. Des enfants jouaient dans la rue bien que ce fût l'heure de l'école, tandis que des femmes discutaient en petits groupes sur les trottoirs inégaux. Le contraste avec son monde de verre et de marbre était saisissant. Mais il y avait quelque chose dans la communauté qui l'intriguait. Un sentiment de voisinage et de proximité qu'il n'avait pas connu depuis des années. En demandant discrètement aux résidents locaux, Édouard réussit à localiser la maison où Sofia vivait avec sa grand-mère. C'était une minuscule structure aux murs peints d'un bleu délavé et un petit porche où des boîtes de conserve recyclées servaient de pots de fleurs colorées, exactement comme Sofia l'avait décrit avec tant de fierté. À une distance de sécurité, il observa la routine de la maison. Vers 10 heures du matin, une femme âgée d'environ 60 ans sortit en titubant, s'appuyant sur le mur. Même de loin, Édouard pouvait voir qu'elle était visiblement frêle, ses mouvements lents et prudents, suggérant une fatigue extrême ou une maladie. Elle portait un seau en plastique et un balai, se préparant clairement à aller travailler malgré son état. Sofia apparut à la porte, courant après sa grand-mère avec une expression inquiète. Édouard ne pouvait pas entendre la conversation, mais il vit la fillette gesticuler, essayant clairement de convaincre la femme âgée de rentrer. La grand-mère secoua négativement la tête, embrassa le front de Sofia et s'éloigna avec difficulté, laissant l'enfant à la porte avec une expression de profonde tristesse. Édouard sentit sa poitrine se serrer en assistant à cette scène. La détermination de la grand-mère à travailler malgré sa maladie,
combiné à l'inquiétude évidente de Sofia, peignait un tableau de dignité et d'amour qui le toucha profondément. Il réalisa qu'il observait une version de la famille très différente des photographies promotionnelles de son agence immobilière. Une famille brisée par les circonstances, mais unie par des liens émotionnels authentiques. Décidant d'enquêter davantage, Edouard suivit discrètement la grand-mère jusqu'à une zone commerciale voisine où elle commença à offrir ses services de nettoyage aux magasins locaux. Il observa, déguisé, comment elle était rejetée par plusieurs établissements, son état physique décourageant clairement les employeurs potentiels. Finalement, une petite boulangerie accepta ses services, mais Edouard remarqua qu'elle devait fréquemment s'arrêter pour tousser, s'appuyant sur les murs pour reprendre son souffle. Pendant le déjeuner, il retourna à Maplewood Gardens et trouva Sofia jouant seule dans le petit jardin, construisant de petites maisons avec des pierres et des brindilles. Elle fredonnait une chanson pour enfants tout en organisant son jeu, créant de petites familles avec les objets disponibles. Edouard regardait, fasciné, alors qu'elle se racontait des histoires de maman, de papa et d'enfants vivant heureux dans leurs maisons improvisées. Cette famille va à la plage, se disait-elle en déplaçant une pierre lisse. Et celle-ci va pique-niquer dans le parc. Quand grand-mère rentrera, je lui raconterai toutes les aventures qu'ils ont vécues. L'innocence de Sofia a créé des mondes imaginaires où des familles complètes vivaient des aventures heureuses contrastées douloureusement avec sa réalité. Edouard réalisa que la fillette ne faisait pas que rêver d'une famille. Elle créait activement des récits d'appartenance et de joie comme moyen de faire face à sa solitude. Lorsque sa grand-mère revint en fin d'après-midi, clairement épuisée, Edouard observa comment Sofia courut l'aider, prenant le balai et le seau de ses mains tremblantes. La fillette guida la femme âgée jusqu'à une chaise sur le porche, lui apporta un verre d'eau et commença à lui raconter avec enthousiasme ses jeux de la journée, essayant de lui arracher des sourires sur son visage fatigué. Edouard resta dans sa voiture, observant cette démonstration de soins mutuels qui transcendait toute définition traditionnelle de la famille. Voici l'amour inconditionnel que Sofia cherchait à acheter. Déjà existant, déjà présent, mais menacé par la maladie, la pauvreté et l'incertitude de l'avenir. Quand il rentra enfin chez lui, Edouard emportait avec lui une compréhension profondément inconfortable. Sofia n'avait pas besoin d'acheter une famille. Elle en avait déjà une, imparfaite et vulnérable, mais construite sur des fondations d'amour authentique qu'il avait lui-même passé toute sa vie à éviter. La question était maintenant, qu'allait-il faire de cette découverte ? Edouard passa les 2 jours suivants à enquêter discrètement sur la situation à Maplewood Gardens. Ses contacts dans le monde de l'immobilier confirmèrent ce qu'il soupçonnait. La zone était sous la menace constante d'expulsion en raison de litiges fonciers entre la ville et des propriétaires privés. De nombreuses familles vivaient avec des loyers en retard, y compris, découvrit-il grâce au registre public, Elena Santos, 62 ans, la grand-mère de Sofia. Le dossier d'Elena révélait une histoire de travail acharné et de dignité tranquille. Veuve depuis 10 ans, elle avait élevé Sofia depuis qu'elle était bébé, après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Elle avait travaillé comme aide domestique pendant plus de 40 ans, remplissant toujours ses engagements jusqu'à ce que des problèmes respiratoires commencent à affecter sa capacité à travailler régulièrement. Le loyer était en retard de 3 mois, pour une dette totale de $800, une somme dérisoire pour Edouard, mais apparemment impossible à payer pour Elena. L'expulsion était prévue pour la semaine suivante, ce qui expliquait l'urgence désespérée de Sofia à trouver une solution pour sa situation familiale. Edouard prit une décision qu'il croyait simple et efficace. Il résoudrait le problème financier de manière anonyme, permettant à Elena et Sofia de rester dans leur maison sans savoir d'où venait l'aide. C'était le genre de solution qu'il appliquait en affaires, directe, pratique, sans complications émotionnelles. Le jeudi matin, il chargea son comptable d'effectuer un virement bancaire sur le compte d'Elena, couvrant non seulement le loyer en retard, mais aussi 6 mois d'avance. Pour justifier le paiement, il créa une histoire sur un programme d'aide au logement de la ville qui avait sélectionné au hasard quelques familles pour recevoir de l'aide. Edouard ressentit une véritable satisfaction en imaginant le soulagement d'Elena en découvrant que ses soucis financiers étaient résolus. Pour la première fois depuis des années, il éprouva la sensation d'utiliser son argent pour autre chose que son profit personnel. C'était un sentiment étrange, mais pas désagréable. Le vendredi, il se rendit de nouveau à Maplewood Gardens, s'attendant à trouver Sofia et Elena célébrant leur bonne fortune. Il se gara de manière à pouvoir observer la Maison Bleue, anticipant le moment où il réaliserait qu'il avait fait quelque chose de vraiment bien pour cette famille qui l'avait si profondément touché. Ce qu'il vit, cependant, fut complètement inattendu.
Elena était sur le porche, tenant des papiers qu'Edouard reconnut comme des relevés bancaires, mais son expression n'était pas celle du soulagement ou de la gratitude. C'était une expression de confusion et de profonde inquiétude. Sofia était à ses côtés, observant sa grand-mère avec de grands yeux interrogateurs. Edouard regarda Elena prendre un vieux téléphone et composer un numéro. Même de loin, il pouvait voir qu'elle était agitée, gesticulant en parlant. Après quelques minutes, elle raccrocha et rentra avec Sofia, pour en ressortir quelques instants plus tard avec une enveloppe. Intrigué et de plus en plus inquiet, Edouard la suivit discrètement lorsqu'elle quitta la maison, se dirigeant vers le centre-ville. Elena se rendit directement à la banque locale où elle resta près d'une heure. Quand elle sortit, son expression était encore plus tendue. Incapable de contenir sa curiosité, Edouard entra dans la banque après le départ d'Elena, usant de son influence en tant que client premium de l'institution, réussit à parler avec le directeur de la situation. Ce qu'il découvrit le laissa complètement perplexe. Elena avait rendu l'argent. Madame Santos a insisté sur le fait qu'il y avait une erreur, expliqua le directeur, un homme d'âge moyen clairement confus par la situation. Elle a dit qu'elle n'avait jamais postulé à aucun programme de la ville et ne pouvait pas accepter de l'argent qui ne lui appartenait pas. Elle a été très ferme dans sa décision, même quand je lui ai expliqué que tout était en règle dans la documentation. Edouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Sa solution élégante et efficace avait été complètement rejetée par la dignité d'une femme qui préférait faire face à ses problèmes financiers plutôt que d'accepter une aide qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elena avait choisi l'incertitude d'une expulsion imminente plutôt que d'accepter ce qu'elle considérait comme de la charité non sollicitée. De retour à Maplewood Gardens, Edouard trouva Elena de nouveau sur le porche, expliquant la situation à Sofia avec des mots soigneusement choisis. Il hochait la tête comme si elle comprenait parfaitement la décision de sa grand-mère. Parfois, les choses qui sont trop belles pour être vraies le sont vraiment, disait Elena en caressant les cheveux de Sofia. Nous devons gagner les choses par notre propre travail, ma petite fille. C'est comme ça qu'on garde notre dignité. Sofia serra sa grand-mère dans ses bras. Je comprends, grand-mère. C'est pourquoi je continuerai à chercher une famille pour nous. Il doit y avoir une bonne façon d'en avoir une. Edouard resta dans la voiture, observant cette démonstration d'intégrité qui le laissait à la fois admiratif et complètement frustré. Il avait essayé de résoudre le problème de la manière la plus simple possible. Mais il avait découvert qu'Elena et Sofia fonctionnaient selon un code moral qui rendait impossible d'accepter une aide qu'elles ne pouvaient ni comprendre ni rendre. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Edouard faisait face à un problème qui ne pouvait être résolu en appliquant simplement de l'argent. Elena et Sofia n'étaient pas des produits à acheter ou des situations à manipuler par l'influence financière. C'étaient des personnes avec une dignité, des principes et un système de valeurs qu'il n'avait pas pris en compte dans son approche initiale. En rentrant chez lui, Edouard réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la complexité de la situation. S'il voulait vraiment aider cette famille, il devrait trouver un moyen qui respecte leur dignité et leur permette de maintenir leur intégrité. Mais comment faire cela sans révéler sa propre vulnérabilité émotionnelle croissante? Comment aider sans s'exposer au type d'implications personnelles qu'il avait passé des décennies à éviter? La réponse, Edouard commençait à le réaliser, serait bien plus compliquée que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais menée. Le week-end passa comme une éternité pour Edouard. Il arpentait les pièces vides de son luxueux appartement, sentant pour la première fois l'écho de sa propre solitude. Les murs de verre qui symbolisaient autrefois le succès et la modernité semblaient maintenant des barrières transparentes, le séparant d'un monde de connexion authentique qu'il avait choisi d'éviter. Le lundi, sa concentration au travail était complètement compromise. Mariana remarqua ses distractions constantes, la façon dont il regardait par la fenêtre vers la rue, comme s'il attendait de voir quelque chose ou quelqu'un de spécifique pendant une réunion importante avec des investisseurs internationaux. Edouard perdit le fil de ses pensées à 3 reprises, forçant Mariana à intervenir diplomatiquement pour maintenir la réunion sur la bonne voie. « Monsieur Spencer, dit-elle après le départ des clients, puis-je vous parler franchement ?» Edouard la fixa, remarquant pour la première fois l'ambition calculatrice qui avait toujours brillé dans les yeux de son assistante. « Bien sûr, Mariana, de quoi s'agit-il ? Vous n'êtes plus le même depuis cet incident avec la fillette. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je suis préoccupé par l'image de l'entreprise. Nos clients s'attendent à retrouver l'Edward Spencer connu pour son détachement professionnel et ses décisions rationnelles. » Les mots de Mariana frappèrent Edouard comme des couteaux aiguisés. Elle avait raison. Il n'était plus le même homme.
L'armure émotionnelle qu'il avait soigneusement construite se fissurait, laissant des sentiments longtemps enfouis commencer à s'infiltrer dans sa vie professionnelle. Suggérez-vous que j'ignore une enfant vulnérable pour maintenir mon image professionnelle, demanda-t-il, sa voix portant une froideur qu'il ne ressentait pas. Je suggère qu'il existe des institutions appropriées pour gérer ces situations, répondit prudemment Mariana. Vous avez des responsabilités envers l'entreprise, les employés, les investisseurs. Une famille parfaite ne peut pas se construire sur des impulsions émotionnelles. Édouard resta silencieux un long moment, traitant les mots de Mariana. Elle articulait exactement les pensées qu'il avait lui-même cultivées pendant des décennies. La croyance que l'implication émotionnelle était incompatible avec le succès professionnel, que la vulnérabilité était une faiblesse qui devait être éliminée. Mais alors, l'image de Sofia apparut dans son esprit, une enfant de 6 ans prête à donner ses dernières pièces pour acheter quelque chose qui n'était pas à vendre, faisant preuve d'un courage qu'il n'avait jamais possédé. Comment pourrait-il retourner à son ancienne vie en sachant que quelqu'un comme elle existait dans le monde ? Mariana, dit-il enfin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous organisiez une réunion avec les services sociaux de la ville, non pas pour leur confier Sofia, mais pour voir comment je peux légalement aider. L'expression de Mariana changea subtilement, un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Monsieur Spencer, êtes-vous sûr que c'est la meilleure approche ? Une implication directe avec les services sociaux peut générer une publicité non désirée. Et si la presse l'apprenait ? Édouard fit une pause, considérant pour la première fois les implications publiques de ses actions. En tant qu'homme d'affaires prospère, il avait toujours pris soin de garder sa vie personnelle hors des projecteurs. Toute association avec des problèmes sociaux pourrait être mal interprétée, surtout à une époque où les scandales impliquant des personnalités publiques et des enfants faisaient fréquemment la une des journaux. Pensez-vous que cela pourrait être un problème ? Demanda-t-il, sincèrement préoccupé. Cela pourrait être interprété de plusieurs manières, dit Mariana avec une prudence calculée. Un homme riche et célibataire, sans famille, s'intéressant soudainement à une fillette dans le besoin. Certains journalistes pourraient créer des récits qui ne correspondent pas à vos véritables intentions. Édouard se sentit nauséeux. L'innocence de sa relation avec Sofia et Elena était délibérément tordue en quelque chose de sale et de suspect. Les gens qui n'avaient jamais connu l'amour véritable semblaient incapables de le reconnaître quand ils le voyaient. Organisez la réunion quand même, décida-t-il, mais avec une discrétion absolue. Pas de registres officiels pour l'instant. Je veux juste comprendre quelles sont les options légales disponibles. Cet après-midi-là, Édouard rencontra une assistante sociale dans un café discret, loin du quartier des affaires de la ville. Clara Jenkins, une femme de 40 ans aux yeux bienveillants mais expérimentés, écouta son histoire avec une attention professionnelle. « Monsieur Spencer, dit-elle quand il eut fini, votre intention est admirable, mais je dois être honnête. Des cas comme celui-ci sont extrêmement complexes. Elena Santos est la tutrice légale de Sofia. Et tant qu'il n'y a pas de preuve de négligence ou d'incapacité, les services sociaux ne peuvent pas intervenir simplement sur la base de difficultés financières. Et si je voulais aider officiellement ? Adoption, tutelle, une sorte de soutien légal ? Clara l'étudia attentivement. L'adoption exigerait qu'Elena renonce légalement à ses droits sur Sofia. Connaissant le profil des grands-mères comme elle, c'est très peu probable. La tutelle partagée serait possible, mais cela nécessiterait une enquête sociale approfondie, y compris une analyse de vos motivations, de votre stabilité émotionnelle, de votre capacité financière. Est-ce un problème pour la capacité financière ? Certainement pas, sourit légèrement Clara. Mais les enquêtes sociales peuvent être invasives. Votre vie personnelle serait analysée en détail. Relations passées, santé mentale, motivation pour cet intérêt soudain pour les affaires familiales. Elle fit une pause significative. Et de tels processus génèrent des registres publics. Finalement, des informations peuvent fuiter. Édouard sentit comme s'il naviguait dans un champ de mines émotionnelles. Chaque tentative d'aider Sofia et Elena semblait créer de nouveaux obstacles et risques. Mais abandonner signifierait retourner à son ancienne vie, prétendre qu'il n'avait jamais rencontré une enfant prête à dépenser ses dernières pièces pour acheter quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à trouver. Une famille heureuse. Clara, dit-il enfin. Que feriez-vous à ma place ? L'assistante sociale le regarda avec une expression qui mêlait professionnalisme et compassion humaine. Je commencerai lentement, je construirai une relation de confiance avec la famille, j'offrirai de l'aide de manière à préserver leur dignité,
et je me préparais à la possibilité que faire la bonne chose signifie parfois accepter des risques personnels. Édouard quitta la réunion avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude croissante. Sa vie avait irrévocablement changé au moment où Sophia avait tiré sur le PN de son costume et demandé combien coûtait une famille heureuse. Le mardi suivant, Édouard prit une décision qui allait tout changer. Incapable de supporter l'inaction plus longtemps, il décida d'approcher directement Elena avec une honnêteté totale sur ses intentions. C'était risqué, vulnérable, complètement contraire à tous ses instincts d'autopréservation, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il arriva à Maplewood Gardens en milieu d'après-midi, sachant que Sophia jouerait dans le jardin et qu'Elena se reposerait de son travail du matin. Il prit une profonde inspiration, ajusta nerveusement une cravate qu'il ne portait pas, dans un geste nerveux, et se dirigea vers la porte de la Maison Bleue. Elena ouvrit la porte avec une expression de surprise et de méfiance. Édouard réalisa qu'elle le reconnaissait. Sophia avait probablement mentionné le monsieur de l'agence immobilière qui lui avait parlé. « Madame Santos », commença Édouard, retirant respectueusement un chapeau qu'il ne portait pas dans un geste nerveux. « Je m'appelle Édouard Spencer. Je crois que Sophia a mentionné notre rencontre à mon agence immobilière. »« Oui », répondit prudemment Elena. « Elle m'a parlé de l'homme gentil qui a expliqué que les familles ne s'achètent pas. » Sa voix portait une dignité lasse qui toucha profondément Édouard. « J'aimerais vous parler de Sophia, si vous m'accordez quelques minutes. » Elena l'étudia un long moment. Ses yeux expérimentés essayant de déchiffrer ses intentions. Finalement, elle hocha la tête et l'invita à s'asseoir sur le petit porche où 2 chaises en plastique offraient une vue sur le jardin où Sophia jouait, inconsciente de la conversation des adultes. « Madame Santos », commença Édouard, choisissant ses mots avec soin. « Sophia m'a profondément touché avec sa question sur l'achat d'une famille. Depuis lors, je ne peux m'empêcher de penser à votre situation. » Elena se raidit légèrement. « Si vous êtes venu ici pour offrir la charité, je peux vous faire gagner du temps. Nous n'acceptons pas l'aumône. »« Je ne suis pas venu offrir la charité, » dit rapidement Édouard. « Je suis venu proposer quelque chose de différent. Un partenariat, si je puis dire. » L'expression d'Elena changea pour une confusion authentique. Quel genre de partenariat? Édouard avait répété ce moment des dizaines de fois. Mais maintenant, devant la dignité tranquille d'Elena, ses paroles préparées semblaient inadéquates. Il décida de parler directement du cœur. « Madame Santos, j'ai perdu mes parents quand j'étais adolescent. Depuis, j'ai construit une vie basée sur l'évitement des liens émotionnels profonds. J'ai de l'argent, du succès, tout ce que la société considère comme important, mais je n'ai pas de famille. Sophia m'a fait réaliser que j'ai peut-être construit le mauvais type de vie. » Elena écoutait en silence, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Ce que je propose, » continua Édouard, « c'est que je vous aide toutes les deux d'une manière qui préserve votre dignité et égoïstement, me permette d'apprendre ce que signifie avoir une vraie famille. » « Comment ça ?» demanda Elena, sa voix plus douce maintenant. « Laissez-moi être un oncle pour Sophia. Pas officiellement, pas encore légalement, mais émotionnellement. Laissez-moi aider avec ses dépenses, l'école, les vêtements, la nourriture, comme le ferait un parent. En retour, laissez-moi faire partie de vos vies. Laissez-moi apprendre à aimer inconditionnellement. » Elena resta silencieuse un long moment, observant Sophia, qui avait cessé de jouer et s'approchait lentement, sentant la gravité de la conversation. « Oncle Édouard !» s'exclama Sophia avec une joie sincère en le voyant. « Tu es venu nous rendre visite. »« Oui », répondit Édouard, surpris de la facilité avec laquelle Sophia l'avait appelé oncle. « Je parlais à ta grand-mère de la façon dont nous pouvons être une famille, même si c'est d'une manière différente. » Sophia regarda entre Édouard et Elena, ses yeux brillants de compréhension. « Comme sur les photos de ton mur. Mais pour de vrai cette fois. » Édouard sentit une boule dans sa gorge. « Oui, Sophia. Comme sur les photos, mais pour de vrai. » Elena observait l'interaction entre Édouard et Sophia, voyant quelque chose dans ses yeux qui la fit reconsidérer ses défenses. Il y avait là une vulnérabilité authentique, un besoin qui reflétait celui de sa petite fille, simplement manifesté différemment. « Monsieur Édouard, dit-elle enfin, puis-je être direct avec vous ? S'il vous plaît. Sophia et moi sommes déjà une famille. Petite, imparfaite, c'est vrai, mais complète dans l'amour que nous nous portons. Si vous voulez en faire partie, vous êtes le bienvenu. Mais si vous cherchez un projet caritatif ou un moyen de vous sentir mieux dans votre peau, je préférerais que vous partiez maintenant. » L'honnêteté brutale d'Elena désarma complètement Édouard.
Elle avait touché le nerf à vif de ses propres incertitudes sur ses motivations. Faisait-il cela pour Sofia et Elena ou pour lui-même? Madame Santos, dit-il après une longue pause, je ne sais pas si je peux séparer complètement ces motivations. Je sais que je veux vous aider, mais je sais aussi que j'ai besoin de vous. Sofia m'a posé une question qui a changé ma vie, et maintenant j'ai besoin d'apprendre la réponse à ses côtés. Elena étudia son visage un instant de plus, puis regarda Sofia, qui observait les deux adultes avec un sérieux touchant. Grand-mère, dit doucement Sofia. J'aime bien oncle Édouard. Ses yeux sont tristes parfois, comme les miens l'étaient avant. Peut-être qu'on peut l'aider, nous aussi. Ce fut l'observation innocente de Sofia qui brisa les dernières résistances d'Elena. L'enfant avait perçu quelque chose que les adultes essayaient de rationaliser. Parfois, aider quelqu'un signifie permettre à cette personne de nous aider aussi. D'accord, dit enfin Elena, tendant la main à Édouard. Mais à certaines conditions. Ce n'est pas de la charité. C'est la famille. Et la famille, ça veut dire l'engagement. Ça veut dire être présent dans les moments difficiles, pas seulement quand c'est pratique. Édouard lui serra la main, sentant le poids de l'engagement qu'il prenait. Je comprends, Madame Santos, et j'accepte. Sofia poussa un cri de joie et courut les embrasser tous les deux, créant un cercle impossible de bras entrelacés sur le petit porche de la Maison Bleue. Édouard ferma les yeux, sentant pour la première fois en des décennies ce que cela signifiait d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Il ne savait pas encore que Mariana avait discrètement photographié son arrivée à Maplewood Gardens, ni que ces photos étaient déjà en train d'être envoyées à des contacts spécifiques dans la presse locale. Le moment de pur bonheur qu'il vivait serait très bientôt mis à l'épreuve par des forces qu'il n'imaginait même pas être en mouvement. Pour l'instant, cependant, Edward Spencer avait trouvé sa réponse à la question de Sofia. Une famille heureuse n'avait pas de prix car elle n'était pas à vendre. Elle ne pouvait être construite que par le courage, la vulnérabilité et la volonté de risquer son cœur. Le jeudi matin, Edward se réveilla avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pour la première fois en des décennies, il avait des projets au-delà des contrats et des profits. Il passerait l'après-midi avec Sofia, l'aidant avec ses devoirs, pendant qu'Elena se reposerait. La perspective de faire partie d'une routine familiale le remplissait d'une anticipation impatiente qu'il ne savait pas posséder. Il arriva à l'agence immobilière en sifflotant, un changement si radical dans son comportement que les employés échangèrent des regards surpris. Mariana l'observa depuis la réception, ses yeux calculateurs enregistrant chaque détail de la transformation de son patron. Quand il passa devant son bureau, elle sourit avec une douceur artificielle qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, Monsieur Spencer. Vous semblez différent aujourd'hui. »« Bonjour, Mariana. Je vais bien, merci. » Édouard fit une pause, remarquant quelque chose d'étrange dans son ton. « Y a-t-il un problème que je devrais connaître ?»« Pas exactement un problème, » répondit-elle en hésitant théâtralement. « Mais j'ai reçu quelques appels ce matin. Des journalistes posant des questions sur vos activités récentes. » Édouard sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Quel genre de questions ?» Mariana ouvrit un tiroir et en sortit plusieurs photographies imprimées, les étalant sur le bureau avec des mouvements calculés et lents. Édouard reconnut immédiatement les images. Lui marchant vers la maison d'Elena, parlant sur le porche, étreignant Sofia. « Où avez-vous eu ces photos ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Elles circulent parmi certains organes de presse, » répondit Mariana en évitant de répondre directement à la question. « Apparemment, quelqu'un a trouvé vos visites dans le quartier intéressantes à documenter. » Édouard prit les photographies, les étudiant avec une horreur croissante. Hors contexte, les images pouvaient être interprétées de manière complètement déformée. Il se vit à travers les yeux de personnes mal intentionnées. Un homme riche et célibataire visitant secrètement une enfant dans le besoin chez elle. « Quel genre de questions les journalistes posent-ils » demanda-t-il, bien qu'il redoutât la réponse. « Des questions sur vos motivations pour vous intéresser soudainement aux problèmes sociaux, » dit Mariana avec une fausse préoccupation. Sur pourquoi un homme d'affaires prospère visiterait discrètement une fillette de 6 ans. Sur s'il y a des aspects de l'histoire que le public devrait connaître. Mariana, je veux que vous contactiez immédiatement notre service juridique. Ces insinuations sont diffamatoires. Monsieur Spencer, l'interrompit-elle doucement. Peut-être devrions-nous envisager une approche différente. Les batailles juridiques contre la presse ont tendance à générer encore plus de publicité négative. Parfois, il vaut mieux simplement s'éloigner de la situation qui cause des problèmes.
Édouard la fixa, remarquant pour la première fois la froideur calculée derrière l'apparente préoccupation de Mariana. Suggérez-vous que j'abandonne Sofia et Elena pour protéger ma réputation? Je suggère que vous considériez les conséquences à long terme, répondit-elle prudemment. Pour votre entreprise, vos employés, vos investisseurs, et franchement, pour l'enfant elle-même. Quelle vie aura-t-elle si elle reste au centre d'un scandale médiatique? Les mots de Mariana frappèrent Édouard comme des poignards aiguisés. Elle avait touché sa plus grande peur, que sa tentative d'aider Sofia puisse finir par lui nuire encore plus. L'idée que sa présence dans la vie de la fillette puisse l'exposer à des jugements cruels et à des spéculations malveillantes le rendait physiquement malade. À ce moment, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Edward Spencer, répondit-il prudemment. Monsieur Spencer, c'est Robert Evans du City Herald. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre relation avec une mineure à Maplewood Gardens. Edward raccrocha immédiatement, mais le téléphone sonna de nouveau quelques secondes plus tard. C'était un autre journaliste, puis un autre. En quelques minutes, sa ligne directe était bombardée par des reporters à la recherche d'une histoire sensationnelle. Mariana observait tout avec une expression qui mêlait satisfaction à peine voilée et préoccupation théâtrale. Monsieur Spencer, je dois vous rappeler que nous avons la réunion avec les investisseurs japonais cet après-midi. Ils sont extrêmement conservateurs sur les questions de réputation d'entreprise. Édouard regarda les photographies étalées sur le bureau, puis Mariana, puis le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Son esprit d'homme d'affaires commença automatiquement à calculer les dommages potentiels, les contrats annulés, les investisseurs inquiets, les employés remettant en question la stabilité de l'entreprise. Mais ensuite, il pensa à Sofia, l'attendant probablement à ce moment même, peut-être même racontant aux autres enfants son oncle Édouard, qui avait promis de l'aider avec ses devoirs. Il pensa à Elena, qui avait baissé ses défenses pour accepter son aide, lui faisant confiance malgré tous ses instincts d'autopréservation. Mariana, dit-il enfin, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait, annulez tous mes rendez-vous de cet après-midi, et je veux une enquête complète sur la façon dont ces photographies ont atteint la presse. Monsieur Spencer, êtes-vous sûr que... J'en suis sûr, l'interrompit Édouard, et Mariana, la prochaine fois que quelqu'un remettra en question mes motivations pour aider un enfant, dites-leur que c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Si ce n'est pas une explication suffisante, le problème n'est pas le mien. Édouard attrapa les photographies et quitta l'agence immobilière, laissant Mariana seule avec une expression qui mêlait choc et quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Elle avait sous-estimé la profondeur de la transformation d'Édouard. L'homme qui sortait de son bureau n'était plus l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle connaissait. C'était quelqu'un prêt à tout risquer par amour, exactement le genre de vulnérabilité qu'elle avait prévu d'exploiter. Alors qu'Édouard se rendait à Maplewood Gardens, déterminé à protéger Sofia et Elena du scandale qui se préparait, il ne savait pas que la tempête ne faisait que commencer. Mariana passait déjà des appels, semant des graines de doute dans l'esprit d'investisseurs importants, préparant le terrain pour le prochain mouvement de sa stratégie soigneusement orchestrée. La guerre pour l'âme d'Edward Spencer avait officiellement commencé. Édouard arriva à Maplewood Gardens dans une course contre la montre, priant pour que les rumeurs n'aient pas encore atteint Elena et Sofia. Il gara sa voiture quelques rues avant la Maison Bleue et marcha rapidement, essayant de paraître décontracté tout en vérifiant s'il y avait des journalistes ou des photographes dans la région. En tournant le coin, son cœur se serra. Il y avait 3 hommes avec des caméras et du matériel d'enregistrement positionnés stratégiquement autour de la maison d'Elena. L'un d'eux essayait clairement de convaincre un voisin de parler, tandis que les 2 autres photographiaient tout ce qui bougeait sur la petite propriété. Édouard sortit son téléphone portable et appela Elena, espérant qu'elle répondrait rapidement. « Allô ?» La voix d'Elena semblait tendue, comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Madame Santos, c'est Édouard. S'il vous plaît, ne quittez pas la maison et ne laissez pas Sofia s'approcher des fenêtres. Il y a des reporters dans la rue qui pourraient essayer de vous déranger. » « Des reporters ?» répéta Elena, sa voix remplie de confusion et de panique croissante. « Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il » Édouard sentit sa poitrine se serrer. Comment expliquer à une femme digne et privée que sa gentillesse avait été déformée en matière de potin sensationnel? C'est une situation temporaire, Madame Santos. Des personnes mal intentionnées essaient de créer une histoire là où il n'y en a pas. Je m'en occupe, mais j'ai besoin que vous restiez toutes les 2 en sécurité à l'intérieur pour l'instant. Édouard, la voix d'Elena tremblait légèrement. Que disent exactement ces gens à notre sujet?
Édouard ferma les yeux, détestant prononcer les mots. Ils insinuent que mes intentions avec Sophia ne sont pas appropriées. C'est un mensonge, bien sûr, mais vous savez comment ces choses fonctionnent. Le silence à l'autre bout de la ligne était dévastateur. Édouard pouvait imaginer Elena traitant l'information, réalisant que sa décision d'accepter son aide avait exposé sa famille à un type de surveillance qu'elle n'avait jamais imaginé. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle enfin. « Sophia ne peut pas vivre ça. Ce n'est qu'une enfant. Je sais. Et je vous protégerai toutes les deux. Je le promets. Mais j'ai besoin que vous me fassiez encore un peu confiance. » Édouard raccrocha et évalua la situation, son esprit d'homme d'affaires calculant les options. Il ne pouvait pas simplement affronter les journalistes, cela générerait encore plus de matériel sensationnel, ni les ignorer, laissant Elena et Sophia prisonnières dans leur propre maison. Il décida d'agir stratégiquement. Il fit le tour du pâté de maison et entra dans la maison d'Elena par la porte arrière, qui donnait sur une petite ruelle. Elena l'accueillit avec une expression mêlant soulagement et profonde préoccupation. « Où est Sophia ?» fut sa première question. « Dans sa chambre, en train de faire ses devoirs. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'elle y reste pour l'instant. » Elena l'étudia avec des yeux fatigués. « Édouard, dites-moi la vérité. Quel genre de problème avez-vous amené dans nos vies ?» La question piqua plus que toute accusation que les journalistes pourraient lancer. Édouard se retrouva confronté à la possibilité que sa tentative d'aide avait en fait rendu la vie d'Elena et de Sophia beaucoup plus compliquée. « Madame Santos, je jure que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire que quelqu'un veuille aider un enfant sans arrière-pensée. »« Et il n'y en a pas ?» demanda Elena, sa voix basse mais directe. « D'arrière-pensée ? Je veux dire ?» Édouard croisa son regard, réalisant que c'était le moment de la vérité totale. « Si, il y en a. J'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi. Sophia m'a fait réaliser que j'avais construit une vie vide basée uniquement sur l'argent et le succès. Je veux apprendre à aimer vraiment. Je veux avoir une famille. Est-ce égoïste ?» Elena l'observa un long moment, puis secoua la tête. « Non, Édouard, c'est humain. Le problème, c'est que tout le monde ne le comprendra pas. » À ce moment, Sophia apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, portant un cahier et un crayon. « Oncle Édouard, tu es venu m'aider avec les maths. » Édouard regarda l'enfant radieuse, complètement inconsciente du chaos qui se formait autour de sa vie, et sentit une détermination féroce monter en lui. Personne n'avait le droit de transformer l'innocence de Sophia en pâture pour le scandale. « Oui, ma chérie, » dit-il en forçant un sourire. « Mais aujourd'hui, nous ferons nos devoirs à l'intérieur. D'accord ? » « Pourquoi ?» demanda Sophia en s'approchant de la fenêtre. « Qui sont ces hommes dehors avec les grosses caméras ?» Elena et Édouard échangèrent des regards désespérés. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que sa recherche d'une famille était devenue un divertissement pour des gens qui n'avaient jamais ressenti le véritable amour ? « Ce sont des gens qui aiment prendre des photos, » dit Édouard prudemment. « Mais aujourd'hui, il vaudrait mieux que nous jouions loin d'eux. » Sophia hocha la tête, apparemment satisfaite de l'explication, et s'assit à la petite table de la cuisine avec ses cahiers. Édouard l'aida avec les problèmes de mathématiques, mais son esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver un moyen de protéger cette famille du cirque médiatique qu'il avait involontairement créé. Son téléphone vibrait constamment d'appels de numéros inconnus, probablement d'autres journalistes. Il recevait également des messages de clients inquiets, de Mariana offrant son aide et même de concurrents qui voyaient clairement une opportunité d'exploiter sa situation vulnérable. « Oncle Édouard » dit soudainement Sophia en levant les yeux de sa leçon. « Es-tu triste ? Tes yeux ressemblent à ce qu'ils étaient avant, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. » Édouard réalisa que sa détresse transparaissait malgré ses efforts pour paraître normal. « Je ne suis pas triste, Sophia. Je réfléchis juste à la manière de vous protéger, toi et ta grand-mère. »« Protéger de quoi ?» demanda-t-elle avec la curiosité naturelle d'un enfant. Édouard regarda Elena, qui hocha légèrement la tête, lui donnant la permission d'être honnête dans les limites appropriées. Parfois, quand les gens font de bonnes choses, d'autres personnes qui ne comprennent pas bien se trompent et disent des choses qui ne sont pas vraies, expliqua-t-il. C'est ce qui se passe maintenant. Sophia fronça les sourcils, traitant l'information. Mais tu essaies juste d'être notre famille. Il n'y a rien de mal à ça. La simplicité dévastatrice de l'observation de Sophia frappa Édouard comme un éclair. Un enfant de 6 ans comprenait parfaitement ce qui se passait alors que des adultes soi-disant intelligents concoctaient des théories du complot et des récits sensationnels. «
Tu as raison, ma chérie, dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. Il n'y a rien de mal, et je vais m'assurer que tout le monde le comprenne aussi. Mais même en faisant cette promesse, Edward n'avait aucune idée de comment il pourrait la tenir. Les journalistes dehors n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils étaient intéressés par une histoire qui vendrait des journaux. Et il commençait à réaliser qu'il avait peut-être gravement sous-estimé le pouvoir destructeur des gens déterminés à transformer l'amour en scandale. Edward passa la nuit dans son pantouse, mais le sommeil était impossible. À chaque heure qui passait, il vérifiait les nouvelles en ligne et voyait sa situation s'aggraver progressivement. Les sites à scandale avaient tordu son histoire avec Sophia en un récit sordide, utilisant des titres comme Le millionnaire et la mystérieuse fillette et Que veut un homme riche avec une enfant pauvre. Les commentaires des lecteurs étaient encore pires. Spéculations cruelles sur ses motivations, théories du complot sur la pédophilie et l'exploitation d'enfants, discussions sur la façon dont les hommes riches s'en sortent toujours. Edward se sentit nauséeux en lisant des gens débattre de la vie de Sophia comme si elle était un personnage de feuilleton, et non une véritable enfant avec de vrais sentiments. À 5 heures du matin, son téléphone sonna. C'était Elena, et sa voix était remplie de panique. « Edward, je dois vous parler d'urgence. Pouvez-vous venir ici ?»« Bien sûr, Madame Santos, tout va bien ? Comment va Sophia ?» Elle a vu les nouvelles sur la télé du voisin hier soir. Elle n'a pas tout compris, mais... La voix d'Elena se brisa. Elle a demandé si vous alliez arrêter d'être notre oncle à cause des méchants qui n'aiment pas quand les familles sont heureuses. Edward sentit comme si quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. L'innocence de Sophia avait été souillée par des gens qui transformaient l'amour en divertissement. « J'arrive tout de suite. » Quand il arriva à Maplewood Gardens, il remarqua que les journalistes s'étaient multipliés pendant la nuit. Il y avait au moins 6 véhicules différents dans la rue avec des reporters et des photographes installant une sorte de campement informel. Edward dut se garer à 3 pâtés de maison et marcher par les ruelles pour atteindre la maison d'Elena sans être détecté. Elena le reçut à la porte arrière avec une expression dévastée. Ses yeux étaient gonflés de larmes et Edward réalisa qu'elle avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. « Elena, je suis tellement désolé. Tout cela est de ma faute. » « Il ne s'agit plus de culpabilité maintenant, Edward, dit-elle, sa voix fatiguée mais déterminée. Il s'agit de ce que nous allons faire. » Sophia s'est réveillée au milieu de la nuit en demandant si les méchants allaient vous emmener loin d'elle. J'ai dû mentir et dire que tout irait bien. Edward entra dans la maison et trouva Sophia assise sur le sol du salon, jouant silencieusement avec ses poupées improvisées. Quand elle le vit, elle courut dans ses bras avec une force qui faillit le renverser. « Oncle Edward, je savais que tu ne partirais pas. Grand-mère a dit que les vraies familles restent ensemble même quand il y a une tempête. » Edward serra Sophia fort dans ses bras, sentant des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des décennies lui brûler les yeux. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il avoir plus de sagesse sur l'amour et la loyauté que tous les adultes qui essayaient de détruire leur famille? « Je ne partirai jamais, ma chérie, murmura-t-il. « Je le promets. » Elena s'approcha, son expression sérieuse. « Edward, je dois vous dire quelque chose. Tôt ce matin, une assistante sociale s'est présentée ici. Elle a dit qu'ils avaient reçu une plainte anonyme concernant des conditions de tutelle inadéquates et qu'ils allaient mener une enquête. » Edward sentit son sang se glacer. Une plainte anonyme. Elle était très polie, mais il était clair que quelqu'un essaie d'utiliser cette situation pour remettre en question ma capacité à m'occuper de Sophia. Elena fit une pause, regardant sa petite fille, qui jouait à quelques mètres de là. « Edward, j'ai peur qu'ils essaient de me l'enlever. » La possibilité frappa Edward comme un coup de poing dans le ventre. Il réalisa que les attaques n'étaient pas seulement contre lui. Elles étaient contre toute la famille qu'ils avaient essayé de construire. Quelqu'un essayait délibérément de détruire la seule bonne chose qu'il avait trouvée en des décennies. « Madame Santos, » dit-il, sa voix basse mais déterminée. « Je sais que cela va paraître fou, mais j'ai besoin que vous partiez d'ici toutes les deux pour quelques jours. Laissez-moi résoudre cette situation loin de vous. » Elena le fixa, surprise. « Partir où ? » « J'ai un petit appartement en centre-ville que j'utilise occasionnellement pour des réunions discrètes. Personne ne saurait que vous êtes là. Je peux fournir tout ce dont vous avez besoin pendant que je combats ces accusations. » « Edward, » dit prudemment Elena, « si nous partons avec vous maintenant, cela n'aggravera-t-il pas encore plus la situation ? Les gens ne diront-ils pas que vous enlevez une enfant ? » Edward y avait pensé. Mais l'alternative, laisser Sophia exposée au cirque médiatique et aux enquêtes sociales imminentes, semblait bien pire.
Cela pourrait s'aggraver temporairement, admit-il. Mais au moins, vous serez en sécurité pendant que je trouve un moyen de prouver que tout cela est une farce. Elena resta silencieuse un long moment, regardant Sofia, puis Edward, pesant clairement des options impossibles. Finalement, elle soupira profondément. D'accord, mais à une condition. Si à un moment donné vous pensez que notre présence nuit plus qu'elle n'aide, vous nous laissez rentrer à la maison, quelles qu'en soient les conséquences. Edward accepta, sachant qu'Elena prenait une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts d'autopréservation. Elle lui faisait confiance non seulement avec sa propre vie, mais avec celle de Sofia, la personne la plus précieuse à ses yeux. Ils passèrent la matinée à emballer discrètement quelques vêtements et effets personnels essentiels. Sofia était excitée par l'aventure de séjourner dans une nouvelle maison sans comprendre pleinement la gravité de la situation. Pour elle, ce n'était qu'une preuve de plus que les vraies familles affrontent les défis ensemble. À 14 heures, alors que la plupart des journalistes étaient partis déjeuner, Edward réussit à faire sortir Elena et Sofia par la porte arrière et à les conduire à sa voiture garée à plusieurs rues de là. Le trajet jusqu'à l'appartement fut tendu, Edward vérifiant constamment s'ils étaient suivis. Quand ils arrivèrent enfin au petit appartement du centre-ville, un espace qu'Edward n'utilisait que pour des réunions confidentielles, Elena regarda autour d'elle avec une expression mêlant gratitude et inquiétude. « Edward, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» Edward regarda Sofia explorer le nouvel environnement avec une curiosité enfantine, sans une ombre de peur ou d'anxiété. La confiance absolue de la fillette en lui était à la fois inspirante et terrifiante. « Madame Santos, dit-il, je ne suis sûr de rien d'autre, mais je sais que je ne peux pas les laisser détruire notre famille avant même qu'elle ait eu une chance de s'épanouir. » Cette nuit-là, tandis que Sofia dormait paisiblement dans la chambre d'amis et qu'Elena se reposait sur le canapé, Edward resta éveillé sur le balcon, regardant la ville et réalisant qu'il avait franchi une ligne dont il ne pouvait plus revenir. Il avait choisi Sofia et Elena au-dessus de sa réputation, de son entreprise, de sa sécurité. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait complètement en paix avec la décision qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Le lendemain matin, Edward se réveilla au son insistant de son téléphone. C'était Mariana, sa voix chargée d'une urgence qui dissimulait à peine sa satisfaction. « Monsieur Spencer, vous devez venir au bureau immédiatement. Nous avons une situation critique. » Edward regarda Sofia, qui dormait paisiblement dans le lit à côté de lui, et Elena, qui préparait soigneusement le café dans la petite cuisine, en essayant de ne pas faire de bruit. « Quel genre de situation, Mariana ? » « Je préférerais ne pas en discuter au téléphone, mais cela implique nos principaux investisseurs et la police. » Edward sentit son estomac se nouer. « La police ? Ils veulent poser quelques questions sur la localisation d'une mineure disparue. » Edward raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Elena, qui avait entendu une partie de la conversation, s'approcha avec une expression de terreur croissante. « Edward, que se passe-t-il ? » « Quelqu'un doit avoir signalé la disparition de Sofia, » expliqua-t-il, son esprit s'emballant pour comprendre les implications. « Techniquement, vous avez toutes les deux quitté la maison sans en informer les autorités pendant une enquête sociale active. » Elena porta la main à sa bouche, réalisant la gravité de ce qu'ils avaient fait. « Oh mon Dieu, cela signifie-t-il que vous êtes accusé d'enlèvement ?» Edward ne répondit pas, mais son expression confirma les pires craintes d'Elena. Ils avaient essayé de protéger Sofia, mais avaient involontairement fourni des munitions parfaites à quiconque voulait détruire leur famille. Sofia se réveilla à ce moment-là, s'étirant avec l'innocence d'une enfant qui n'avait aucune idée que sa simple présence était devenue le centre d'une tempête juridique et médiatique. « Bonjour, oncle Edward. »« Bonjour, grand-mère, » dit-elle joyeusement en courant les embrasser tous les deux. « Je peux prendre le petit déjeuner avec vous ? Je n'ai jamais pris de petit déjeuner dans un appartement aussi haut. » Edward serra Sofia dans ses bras, sentant le poids écrasant de la responsabilité qu'il avait assumée. Comment expliquer à une enfant que son désir de la protéger pourrait entraîner une séparation permanente ? « Bien sûr, ma chérie, » dit-il en forçant un sourire. « Prenons le petit déjeuner ensemble. » Pendant que Sofia mangeait ses céréales, Edward et Elena chuchotaient des stratégies désespérées. Ils savaient qu'ils devaient rentrer, affronter les autorités et tenter d'expliquer leur motivation. Mais ils savaient aussi que chaque heure qui passait rendait la situation plus complexe. Le téléphone d'Edward sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Edward Spencer ?» demanda une voix masculine et formelle. « Oui. Qui est-ce ? » « Inspecteur Robert est de l'unité de protection de l'enfance. »
Monsieur Spencer, nous avons besoin que vous veniez au commissariat ce matin pour des éclaircissements concernant la localisation de Sofia Santos. Edward ferma les yeux, réalisant qu'il n'y avait plus aucun moyen de retarder la confrontation. Je serai là dans 1 heure, inspecteur. Agent Spencer, il serait préférable que la fillette vienne avec vous, pour sa sécurité et pour résoudre cette situation de la manière la plus appropriée possible. Quand Edward raccrocha, Elena le regardait avec une expression mêlant peur et détermination. Nous venons avec vous, dit-elle simplement. Madame Santos, cela pourrait compliquer encore plus les choses. Edward l'interrompit-elle. Vous avez tout risqué pour nous protéger. C'est maintenant à notre tour d'affronter cela ensemble, en famille. Sofia, sentant la tension dans la pièce, arrêta de manger et regarda les 2 adultes. On a des ennuis ? Demanda-t-elle avec l'honnêteté dévastatrice qui caractérisait toutes ses observations. Edward s'agenouilla à sa hauteur, décidant d'être complètement honnête. Certaines personnes ne comprennent pas que nous sommes une famille maintenant et elles s'inquiètent pour toi. Inquiète comment ? Elles pensent que tu n'es peut-être pas en sécurité avec nous. Sofia fronça les sourcils, traitant l'information sérieusement. Puis elle prit la main d'Edward dans l'une et celle d'Elena dans l'autre, créant un petit cercle d'unité. Mais je suis en sécurité, dit-elle avec une conviction absolue. Vous me faites me sentir plus en sécurité que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Les gens inquiets ne le savent pas ? Edward sentit des larmes lui brûler les yeux. La sagesse innocente de Sofia exposait l'absurdité de toute la situation. Une enfant qui avait enfin trouvé la sécurité et l'amour était protégée par des gens qui voulaient la séparer des seules personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Nous allons leur expliquer, d'accord, dit Edward. Nous raconterons notre histoire telle qu'elle s'est réellement passée. 1 heure plus tard, ils étaient au commissariat. Edward avait appelé son avocat, mais savait qu'il arriverait trop tard pour la conversation initiale. Elena tenait fermement la main de Sofia, et Edward marchait à leur côté, prêt à faire face à toutes les conséquences de ses choix. L'inspecteur les accueillit dans une petite pièce formelle. C'était un homme d'âge moyen aux yeux fatigués qui suggérait des années à traiter des situations complexes impliquant des enfants. Son expression était professionnelle, mais Edward décela une véritable curiosité derrière la formalité. Monsieur Spencer, Madame Santos. Sofia, commença-t-il, vous êtes ici parce que nous avons reçu une plainte selon laquelle Sofia aurait disparu de son domicile pendant une enquête sociale active. Pouvez-vous expliquer où vous avez été ces dernières 48 heures ? Edward prit une profonde inspiration, se préparant à raconter toute l'histoire. De la première rencontre avec Sofia à l'agence immobilière à la décision désespérée de la protéger du harcèlement médiatique, il savait que sa version semblerait improbable, peut-être même suspecte. Mais c'était la vérité. Et à ce moment-là, la vérité était tout ce qu'ils avaient. Inspecteur, commença Edward, j'aimerais vous expliquer comment une question sur le prix d'une famille heureuse a changé toutes nos vies. Sofia serra sa main pour l'encourager, et Edward réalisa que peu importe ce qui se passerait dans cette pièce, il avait trouvé quelque chose qui valait n'importe quel prix. Une famille qui était prête à se battre pour lui autant qu'il était prêt à se battre pour elle. Edward raconta toute l'histoire à l'inspecteur. Du moment où Sofia était entrée dans son agence immobilière, trempée, à la décision de la protéger du harcèlement de la presse, sa voix resta stable tout au long du récit, même en décrivant les moments les plus vulnérables de sa transformation personnelle. L'inspecteur écoutait en silence, prenant des notes occasionnelles, son expression indéchiffrable. Elena confirma chaque détail, ajoutant sa propre perspective sur la façon dont Edward avait amélioré leur vie. Sofia, assise entre les deux, balançait ses jambes sur la chaise trop grande, hochant parfois la tête lorsqu'elle reconnaissait des parties de l'histoire. C'est une histoire intéressante, dit enfin l'inspecteur. Mais je dois traiter des faits, pas des sentiments. Vous avez retiré une enfant de sa résidence pendant une enquête sociale active sans en informer les autorités compétentes. Pour la protéger du harcèlement de la presse, rétorqua Edward. Ce n'est pas votre décision, monsieur Spencer. Il y a des protocoles légaux pour ces situations. À ce moment, la porte s'ouvrit et l'assistante sociale Clara Jenkins entra, portant un épais dossier. Edward la reconnut immédiatement. C'était la femme avec qui il avait parlé au café des semaines auparavant. Inspecteur, dit Clara, puis-je vous parler en privé un instant ? L'inspecteur quitta la pièce avec Clara, laissant Edward, Elena et Sofia seuls pendant quelques minutes tendues. Sofia brisa le silence avec son honnêteté caractéristique. Oncle Edward, est-ce qu'ils vont m'emmener loin de vous ?
Édouard regarda Elena, voyant sa propre terreur se refléter dans ses yeux. Comment répondre à cette question sans mentir ou terrifier une enfant? Sofia, dit doucement Elena. Parfois, les adultes doivent beaucoup parler avant de comprendre ce que les enfants savent déjà. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre fille. Sofia hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse, et reprit son balancement de jambes. Sa confiance absolue face à l'incertitude était à la fois inspirante et déchirante. 15 minutes plus tard, l'inspecteur est revint seul. Son expression était légèrement différente, moins formelle, plus pensive. Monsieur Spencer, l'assistante sociale, Clara, m'a informé de votre conversation antérieure et de son enquête indépendante sur la situation de Sofia. Elle m'a également montré des documents intéressants. Édouard fronça les sourcils. Quels documents? Des relevés bancaires montrant votre tentative d'aider anonymement avec le loyer, qui a été retourné, des photographies datées de votre première visite officielle à leur domicile, et, il fit une pause significative, des preuves que les photographies parues dans la presse ont été prises avec du matériel professionnel depuis un angle qui suggère une surveillance préalable. Édouard sentit son cœur s'emballer. Une surveillance préalable? Monsieur Spencer, quelqu'un vous observait avant même que cette situation n'explose dans les médias. Quelqu'un qui savait exactement quand et où vous trouver pour capturer les images les plus compromettantes possibles. La prise de conscience frappa Édouard comme un éclair. Mariana. Elle n'avait pas seulement fait fuiter les photographies. Elle avait orchestré toute la situation depuis le début. Inspecteur, dit Édouard d'urgence. Je dois passer un appel. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Avant cela, l'interrompit l'inspecteur. Je dois vous informer qu'un investisseur nommé Ricardo Vasquez était ici ce matin. Il est venu, préoccupé par votre situation, et a offert des ressources pour aider aux frais juridiques, à condition que vous acceptiez de vous éloigner définitivement de l'enfant. Édouard était en état de choc complet. Ricardo Vasquez était l'investisseur rival qui avait tenté d'acheter son entreprise à plusieurs reprises ces dernières années, toujours frustré par le refus d'Édouard de vendre. Maintenant, tout avait un sens. La campagne de dénigrement n'était pas seulement personnelle, elle était professionnelle. Il essaie de me faire chanter émotionnellement, réalisa Édouard à voix haute. C'était mon impression aussi, acquiesça l'inspecteur, surtout quand il a mentionné qu'il serait dommage que l'enquête sociale aboutisse au placement de Sofia en foyer d'accueil temporaire. Elena Alta. Il menaçait de m'enlever Sofia pour forcer Édouard à vendre l'entreprise? Je ne peux pas le prouver pour l'instant, dit prudemment l'inspecteur. Mais la conversation a été éclairante sur ses véritables motivations. Sofia, qui avait écouté la conversation avec une confusion croissante, prit enfin la parole. Vous parlez de choses très compliquées. Puis-je poser une question simple? Tous les adultes la regardèrent, attendant. Pourquoi les méchants ne veulent-ils pas que j'aie une famille heureuse? Je n'ai rien fait de mal. Le silence qui suivit fut dévastateur. Un enfant de 6 ans avait exposé la cruauté fondamentale de toute la situation, des adultes utilisant sa recherche innocente d'amour comme une arme dans des jeux de pouvoir qu'elle ne pouvait même pas comprendre. L'inspecteur s'agenouilla à la hauteur de Sofia, son expression s'adoucissant pour la première fois. Sofia, tu n'as rien fait de mal. Parfois, quand de bonnes personnes trouvent quelque chose de spécial, des personnes moins bonnes deviennent jalouses et essaient de le gâcher. Mais mon travail est de te protéger et de m'assurer que tu restes avec les gens qui se soucient vraiment de toi. Alors je peux rester avec ma grand-mère et mon oncle Édouard. L'inspecteur regarda Édouard et Elena, puis de nouveau Sofia. J'y travaille, petite. Mais d'abord, nous devons parler à certaines personnes qui n'ont pas été honnêtes avec nous. À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau et 2 officiers entrèrent, escortant une Mariana visiblement nerveuse. Ses yeux calculateurs montraient maintenant une véritable panique en voyant Édouard, Elena et Sofia dans la pièce. Mariana Torres, dit formellement l'inspecteur, vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire concernant la fabrication de preuves et l'ingérence dans une enquête sociale. Édouard regarda son ancienne assistante, la femme qui avait travaillé à ses côtés pendant 5 ans, qui connaissait tous ses secrets d'affaires, qui avait explicitement proposé de l'aider avec la situation de Sofia. Pourquoi, Mariana? Demanda-t-il, sa voix empreinte d'une trahison sincère. Mariana le fixa avec un mélange de défi et de désespoir. Parce que tu allais tout détruire ce que nous avions construit ensemble pour une fantaisie sentimentale. L'entreprise était notre vie, Édouard. C'était notre famille. Non, dit doucement Édouard en regardant Sofia et Elena.
Ça, c'est une famille. Et à cet instant, entouré par les autorités et faisant face aux conséquences des choix qu'il avait faits par amour, Edward Spencer comprit enfin la différence entre avoir le contrôle et avoir un but, entre le succès et le bonheur, entre une vie construite sur des murs et une vie construite sur des ponts. Avec Mariana en état d'arrestation pour interrogatoire, l'enquête prit une direction complètement nouvelle. L'inspecteur expliqua que l'assistante sociale Clara avait découvert des irrégularités dans les plaintes anonymes, toutes faites depuis le même téléphone, enregistrées au nom d'une société écran liée à Ricardo Vasquez. Monsieur Spencer, dit l'inspecteur, il semble que vous et votre famille ayez été victimes d'une campagne de dénigrement orchestrée. Nous enquêtons sur d'éventuelles charges de calomnie, de diffamation et d'utilisation d'un mineur dans un projet frauduleux. Edward sentit un mélange de soulagement et de colère. Combien de temps cela prendra-t-il pour être résolu? Pour les charges criminelles, quelques semaines. Mais pour la situation de Sofia? L'inspecteur regarda la fillette qui dessinait sur un papier que Clara lui avait donné. Clara, pouvez-vous expliquer? L'assistante sociale s'approcha avec une expression chaleureuse. Edward, Elena, Sofia. Après avoir examiné toute la documentation et observé votre interaction aujourd'hui, ma recommandation officielle est que Sofia reste sous la garde d'Elena, avec Edward étant formellement reconnu comme un tuteur de soutien. Elena porta la main à sa poitrine, ses larmes débordant enfin. Est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous pouvez continuer à être une famille, sourit Clara. Mais nous allons le faire de la manière légalement correcte cette fois. Edward, vous devrez passer par une évaluation formelle de tutelle, y compris des vérifications d'antécédents et des entretiens psychologiques. J'accepte toute évaluation nécessaire, dit immédiatement Edward. Sofia leva les yeux de son dessin. Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa maintenant, oncle Edward? La question frappa Edward comme un éclair. Il regarda Elena, qui hocha la tête de manière encourageante à travers ses larmes. Si tu le veux, ma chérie, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Sofia sauta de sa chaise et courut l'embrasser. Je le veux. J'ai toujours voulu un papa qui me choisisse vraiment. Edward serra Sofia fort dans ses bras, réalisant qu'il avait enfin trouvé la réponse à la question qu'elle avait posée des semaines auparavant. Une famille heureuse ne coûtait pas d'argent. Elle coûtait du courage, de la vulnérabilité et la volonté de tout risquer par amour. 2 heures plus tard, ils étaient libres de partir. Devant le commissariat, Edward trouva un groupe de journalistes qui attendaient, mais cette fois, il n'essaya pas de les éviter. Tenant Sofia par la main droite et Elena par la gauche, il s'approcha des microphones. J'ai une déclaration à faire, dit calmement Edward. Il y a 3 semaines, une fillette de 6 ans est entrée dans mon agence immobilière et a demandé combien coûtait une famille heureuse. Aujourd'hui, j'ai découvert que pour certaines personnes, la réponse est « tout est bon pour en détruire une ». Un journaliste cria une question sur ses véritables motivations. Mais Edward continua sans sourciller, « Ma motivation est simple. Sofia m'a appris que j'avais construit une vie basée sur les mauvaises choses. L'argent, le pouvoir, le succès professionnel, tout cela est vide sans véritable amour. Ils ont essayé d'utiliser ma vulnérabilité contre moi. Mais ils ont découvert qu'une famille unie par un amour véritable est plus forte que n'importe quelle campagne de dénigrement. » Sofia tira sur sa manche. « Papa, je peux parler aussi ?» Edward s'agenouilla à sa hauteur, lui permettant de s'approcher du microphone. « Je m'appelle Sofia, dit-elle avec un sérieux dévastateur. Et je voulais juste une famille. Maintenant, j'ai une grand-mère qui m'aime, un papa qui m'a choisi. Et j'ai appris que les gens qui essaient de briser les familles sont ceux qui n'en ont jamais eu une vraie. » Les journalistes étaient complètement silencieux. Avec une honnêteté qu'aucun adulte n'aurait pu articuler. Cet après-midi-là, de retour dans l'appartement sécurisé, Edward reçut un appel de son avocat avec des nouvelles surprenantes. Ricardo Vasquez avait été arrêté pour de multiples accusations de chantage et de fraude d'entreprise. Apparemment, le stratagème contre Edward n'avait pas été sa première tentative de manipuler des situations personnelles à des fins financières. Et il y a plus, dit l'avocat. Avec Vasquez hors jeu et la vérité sur la campagne de dénigrement exposée, plusieurs investisseurs qui s'étaient retirés reviennent. Votre entreprise n'a pas seulement survécu à cela, elle pourrait en sortir plus forte. Edward raccrocha le téléphone et regarda Sofia, qui aidait Elena à préparer le dîner dans la petite cuisine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le succès en affaires semblait secondaire par rapport à la simple joie d'avoir une famille.
Elena, dit-il, j'ai une proposition à vous faire à toutes les deux. Encore une, rit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Je veux que vous emménagiez dans ma maison, non pas comme des invités, mais comme une famille. La maison est trop grande pour une seule personne. Et il fit une pause, cherchant les mots justes. Et je ne veux plus vivre seul. Sofia poussa un cri de joie et courut l'embrasser. Elena s'approcha plus lentement, les yeux brillants d'émotion. Edward, dit-elle doucement, êtes-vous sûr? Votre vie va complètement changer. Ma vie a déjà complètement changé, répondit-il. Au moment où une courageuse petite fille m'a demandé combien coûtait une famille heureuse et m'a forcé à réaliser que je ne connaissais pas la réponse. Elena l'embrassa. Et Edward sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis la mort de ses parents, la sensation d'être vraiment chez lui. Cette nuit-là, alors que Sofia dormait dans ses bras sur le canapé, elle avait insisté pour regarder un film familial. Edward regarda Elena, qui tricotait calmement dans un fauteuil voisin. « Madame Santos, murmura-t-il. Merci de m'avoir laissé faire partie de votre famille. » Elena leva les yeux de son tricot et sourit. « Edward, vous n'avez pas rejoint notre famille. Vous avez aidé à créer une nouvelle famille, une que personne d'entre nous n'aurait pu imaginer seul. » Edward regarda la Sofia endormie, ses cheveux étalés sur sa poitrine, sa respiration douce et confiante. Il pensa à la question qui avait tout changé. Combien coûte une famille heureuse? Maintenant, il connaissait la réponse. Elle coûtait tout ce que vous étiez prêt à donner, mais valait infiniment plus que n'importe quel prix que vous pourriez payer. 4 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin pluvieux où Sofia, trempée, était entrée dans Elite Reality Group. Maintenant, un samedi matin ensoleillé, Edward se réveilla au son des rires venant de sa cuisine, un manoir qui était enfin devenu un foyer. Sofia était assise sur le comptoir de la cuisine, balançant ses jambes pendant qu'Elena préparait des crêpes. La fillette portait un nouveau pyjama à imprimer licorne, ses cheveux attachés en 2 tresses qu'Elena avait appris à faire en regardant des vidéos sur YouTube. Le contraste avec l'enfant trempé et désespéré qui était apparu dans son agence immobilière était saisissant. « Bonjour, papa !» cria Sofia quand elle le vit, sautant du comptoir pour courir vers lui. Edward la souleva, la faisant tourner en l'air tandis qu'elle riait de pure joie. « Bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi? J'ai rêvé que nous étions une vraie famille, dit-elle, puis elle fronça les sourcils. Mais ensuite, je me suis souvenu que ce n'est plus un rêve. C'est la vraie vie. » Elena s'approcha, offrant à Edward une tasse de café. Elle s'est réveillée à 6 heures ce matin, excitée pour aujourd'hui. Edward sourit, se rappelant ce qui rendait cette journée spéciale. C'était le jour de la première présentation de Sofia à l'école sur « Ma famille de classe », un projet où chaque enfant présenterait sa famille à la classe. Après le petit déjeuner, ils se préparèrent avec soin. Sofia choisit sa robe préférée, bleu marine avec de petites fleurs, qu'Edward avait achetée spécialement pour les occasions spéciales. Elena portait une tenue élégante mais simple qui la faisait paraître des années plus jeune. Edward opta pour un costume décontracté, sans cravate, un changement symbolique par rapport à son ancienne rigidité professionnelle. Dans la voiture, sur le chemin de l'école, Sofia tenait un dessin qu'elle avait fait pour sa présentation. C'était une grande maison avec 3 personnages devant, une dame aux cheveux gris, un grand homme en costume et une petite fille leur tenant la main à tous les deux. Au-dessus de la maison, en lettres soigneusement dessinées, était écrit « Ma famille choisie ». Sofia, dit Edward en regardant dans le rétroviseur. Es-tu nerveuse pour la présentation? Un petit peu, Farrell. Mais la maîtresse a dit que toutes les familles sont différentes et spéciales à leur manière. La nôtre est spéciale parce que vous m'avez choisi et que je vous ai choisi aussi. Edward échangea un regard ému avec Elena. La sagesse de Sofia continuait de le surprendre chaque jour. Quand ils arrivèrent à l'école, ils furent accueillis par la maîtresse de Sofia, Madame Carmen, une femme chaleureuse de 50 ans qui avait suivi de près la transformation de la fillette ces dernières semaines. « Edward, Elena, dit-elle, vous ne pouvez pas imaginer la différence chez Sofia depuis que vous êtes devenue une famille. Elle est plus confiante, plus participative, plus heureuse. » La salle de classe était décorée avec les dessins de toutes les familles des enfants. Edward observa les représentations variées, familles traditionnelles, familles monoparentales, grands-parents tuteurs, familles adoptives. Chaque dessin racontait une histoire d'amour unique à sa manière. Quand ce fut le tour de Sofia, elle se leva avec assurance et se dirigea vers l'avant de la salle en tenant son dessin. « Je m'appelle Sofia Santos Spencer », commença-t-elle, et Edward sentit son cœur s'emballer en entendant son nom de famille inclus.
Voici ma famille spéciale. Elle montra le dessin à la classe. Voici ma grand-mère, Elena, qui a toujours pris soin de moi et m'a appris que l'amour n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Voici mon papa, Édouard, que je n'ai pas eu à acheter parce qu'il m'a vraiment choisi. Et voici moi, qui est maintenant une famille complète. Une fillette de la classe leva la main. Sophia, ton papa a-t-il toujours été ton papa? Non, répondit honnêtement Sophia. Il est devenu mon papa quand il a découvert que les familles sont faites avec le cœur, pas avec l'argent. Avant ça, c'était juste un homme très riche mais très triste. Maintenant, c'est un papa riche d'amour. Édouard sentit des larmes lui brûler les yeux. La description de Sophia était plus précise que n'importe quelle analyse psychologique ne pourrait l'être. Et ta grand-mère? Demanda un autre enfant. Ma grand-mère a toujours été ma famille, même quand nous n'étions que toutes les deux, mais maintenant elle a quelqu'un pour l'aider à prendre soin de moi, et j'ai 2 personnes qui m'aiment très fort. La maîtresse sourit. Sophia, qu'as-tu appris sur les familles? Sophia réfléchit un instant avec le sérieux qui caractérisait ses réflexions les plus profondes. J'ai appris que la famille, ce n'est pas avec qui on est. C'est qui choisit de rester avec vous même quand les choses deviennent difficiles. C'est qui vous aime quand vous êtes triste, qui célèbre quand vous êtes heureux et qui ne vous abandonne jamais, même quand les autres ne comprennent pas. Elle fit une pause, regardant directement Édouard et Elena. Et j'ai appris que parfois, quand on cherche quelque chose de très important, on trouve des gens qui cherchaient la même chose que nous. Mon papa Édouard avait autant besoin d'une famille que moi. Il ne le savait juste pas encore. La pièce fut silencieuse un moment. Même les autres enfants semblaient saisir la profondeur de ce que Sophia avait partagé. Et quelle a été la partie la plus spéciale de la découverte de ta famille? Demanda la maîtresse. Sophia sourit, son visage s'illuminant complètement. La partie la plus spéciale a été de découvrir qu'une famille heureuse n'a pas de prix. Parce qu'elle est faite de choses qu'on ne peut pas acheter, des câlins, des rires, de l'attention et des gens qui restent avec vous même quand il pleut. Quand la présentation se termina, la classe applaudit avec enthousiasme. Édouard se leva, s'approchant de Sophia avec Elena à ses côtés. « Papa » murmura Sophia en le serrant fort dans ses bras. « Maintenant, tout le monde sait que nous avons une vraie famille. »« Oui, ma chérie » répondit Édouard, la voix étranglée par l'émotion. « Et maintenant, je connais la réponse à ta question du premier jour. » « Quelle réponse? Combien coûte une famille heureuse? » Édouard sourit, regardant Elena puis Sophia. « Elle ne coûte pas d'argent. Elle coûte le courage d'ouvrir son cœur, la patience de construire un amour véritable et la force de protéger cet amour quand les autres ne le comprennent pas. » Sophia hocha la tête, satisfaite. « Alors, nous avons payé le bon prix. »« Nous l'avons certainement fait, » dit Elena en se joignant à l'étreinte. En quittant l'école, Édouard réfléchit aux 4 semaines qui avaient complètement transformé sa vie. Il avait perdu Mariana et quelques contrats, mais avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Son entreprise n'avait pas seulement survécu au scandale, elle prospérait, maintenant dirigée par quelqu'un qui comprenait que le véritable succès incluait des liens humains authentiques. Cet après-midi-là, de retour dans la maison qu'ils appelaient maintenant vraiment leur foyer, Édouard regarda Sophia jouer dans le jardin qu'Elena avait commencé à planter, transformant l'espace formel en quelque chose de vibrant et d'accueillant. La fillette qui avait autrefois essayé d'acheter une famille vivait maintenant dans une famille qui avait été construite par l'amour, le courage et la volonté de 3 personnes imparfaites de devenir une famille parfaite pour elles-mêmes. Édouard prit son téléphone et regarda la première photo qu'ils avaient prise ensemble en tant que famille. Tous les 3 souriant sur le porche de la Maison Bleue, avant toute la tempête qui les avait éprouvés et renforcés. Il comprenait maintenant que Sophia n'était pas entrée dans son agence immobilière pour acheter une famille. Elle y était entrée pour lui apprendre que les vraies familles ne s'achètent pas. Elles se choisissent, se construisent et se protègent avec le genre d'amour qui n'a pas de prix, car il n'est pas à vendre. Et c'est ainsi que l'homme qui avait passé sa vie à vendre des maisons à d'autres familles apprit enfin à construire un foyer pour la sienne.